Vos chiffres ne correspondent pas à nos relevés. La voix de madame Dupuis, des ressources humaines, était plus glaciale que l'air conditionné de la salle de réunion. Elle fit glisser un dossier épais sur la table en bois poli. Nous pensons que vous avez falsifié vos résultats depuis un certain temps. Mon nouveau responsable, monsieur Leroy, se pencha légèrement, le visage tendu par une bienveillance feinte qui n'atteignait pas son regard. Nous avons mené un audit complet des rapports d'acquisition clients. Les écarts sont importants. Je fixais les papiers de licenciement. Les lignes noires se brouillaient, sous mes yeux, tandis que mon cœur cognait contre ma poitrine. 6 ans. 6 années de réveil avant l'aube, de soirées à rallonge, d'anniversaires manqués, de projets sacrifiés. 6 ans à bâtir quelque chose à partir de rien. Signez ici et partez discrètement, reprit madame Dupuis, en dévissant le capuchon d'un stylo coûteux qu'elle posa juste à côté du document. Nous sommes prêts à vous offrir 2 semaines d'indemnité si vous coopérez. Le silence s'installa, uniquement troublé par le bourdonnement sourd du système de ventilation. L'alliance de monsieur Leroy tinta contre son verre d'eau quand il bougea, mal à l'aise. Le visage de madame Dupuis, lui, demeura figé, parfaitement entraîné à détruire des carrières avec calme et méthode. J'ai pris une grande inspiration. Mes épaules se sont relâchées. Puis j'ai souri. Avant de signer, ai-je dit en sortant mon téléphone, j'aimerais vous montrer quelque chose. La confusion dans leurs yeux n'était que le début de ce qui allait devenir mon moment professionnel le plus savoureux. Je m'appelle Élise Marceau, j'ai 34 ans et jusqu'à ce matin-là, j'étais directrice des relations clients dans un cabinet de conseil financier prestigieux que je ne nommerai pas pour des raisons évidentes. Je suis la fille d'une institutrice qui a tout perdu à cause d'un conflit au travail, sans preuve. Et j'ai appris très tôt que dans le monde de l'entreprise, la documentation n'est pas seulement utile, c'est une arme de survie. Je vais faire une courte pause avant de poursuivre. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez ou écoutez cette histoire. Que vous soyez à Bordeaux ou à Montréal, j'aimerais savoir où mon histoire vous trouve. Et si ce genre de récit vous parle, abonnez-vous. Car croyez-moi, le monde de l'entreprise en regorge. Donc me voilà, assise face à 2 personnes persuadées d'avoir tous les pouvoirs. 2 personnes qui croyaient que j'allais plier, signer, disparaître. Les papiers attendaient ma reddition. À la place, j'ai ouvert mon application mail et je leur ai tendu mon téléphone. Il y a 3 mois, j'ai remarqué une anomalie, ai-je expliqué en faisant défiler un dossier bien rangé. Les chiffres que je transmettais ne correspondaient pas à ceux enregistrés dans le système plus tard. Le visage de monsieur Leroy a changé. Un petit spasme lui a secoué la paupière gauche. Comme je suis du genre méticuleuse, je me suis toujours envoyé une copie de mes rapports quotidiens à mon adresse personnelle. Juste une habitude que j'ai prise après avoir vu ma mère perdre son travail dans des circonstances très similaires. Madame Dupuis a croisé les bras. Envoyer des données professionnelles sur une adresse personnelle viole notre politique de sécurité de l'information, section 4.3. Qui prévoit une exception pour les journaux de performance personnelle tenus par les salariés pour les évaluations internes. Ai-je terminé pour elle? J'ai vérifié avec le service juridique quand j'ai commencé à le faire. J'ai affiché un tableau sur mon téléphone que j'ai posé sur la table. Voici un registre de toutes les modifications apportées à mes rapports envoyés ces 8 derniers mois. Le motif est fascinant. Mes statistiques d'acquisition ont été réduites de façon méthodique, exactement de 17%, pendant que celles de Thierry Laprade, un ancien collègue promu il y a 3 mois, malgré ses résultats médiocres, augmentaient dans des proportions similaires. Thierry, celui qui joue au golf tous les dimanches avec monsieur Leroy. Thierry, dont l'oncle siège au conseil d'administration. Est-ce une coïncidence que ces altérations aient commencé précisément quand monsieur Leroy a pris la tête du service? Ou que toutes les femmes de notre division aient connu des baisses similaires? Le teint de monsieur Leroy est devenu cireux. Le masque de madame Dupuis s'est fendu une fraction de seconde. Ce sont des accusations graves, dit-elle, sa voix moins assurée. Elles le sont, ai-je confirmé. C'est pourquoi j'ai tout documenté avec soin. Les horodatages de mes envois, les captures d'écran des versions modifiées, le schéma des changements, et surtout les identifiants utilisés pour les effectuer. J'ai affiché un autre fichier. Voici un relevé horodaté prouvant
que ces modifications ont été faites avec vos identifiants d'administrateur, monsieur le roi. Toujours entre 19h15 et 19h40, les mardis et jeudis. Exactement les soirs où vous disiez rester pour des tâches de maintenance. Le silence était absolu. J'ai aussi reçu des courriels de 5 collègues féminines. Toutes ont remarqué des anomalies similaires depuis votre arrivée. Aucune n'a été promue. Tous les hommes, eux, ont connu une progression continue. Monsieur le roi s'est crispé. Vous ne pouvez pas prouver. C'est déjà fait, ai-je coupé, en sortant une clé USB. Tout est ici. Et j'ai envoyé des copies à Marianne Colline du bureau de déontologie et à Maître Bastien Rollien du service juridique, il y a une demi-heure. Je me suis adossée, sereine. Je ne suis pas venue ici pour être licenciée. Je suis venue vous regarder essayer. Les 2 heures suivantes ont été un tourbillon. Maître Rollin est arrivé, visage fermé, un dossier sous le bras. Marianne Colline a débarqué avec son assistante, qui prenait des notes fébrilement. Le directeur régional a été appelé en visio, son week-end interrompu par ce qui était en train de se transformer en crise majeure. Je suis restée assise tout du long, calme, méthodique, répondant à chaque question avec des pièces à l'appui. 6 ans de doute, de nuit à me demander pourquoi mes chiffres ne reflétaient pas mes résultats, de réunions où je voyais des hommes moins performants gravir les échelons pendant que je piétinais. Tout s'est cristallisé dans cette pièce. « Comment avez-vous repéré les écarts ?» m'a demandé Maître Rollin en ajustant ses lunettes. « Je tiens un journal de travail depuis mon embauche, ai-je expliqué. Chaque client, chaque interaction, chaque résultat. Quand mes évaluations trimestrielles sont restées en dessous de mes objectifs, malgré mes efforts, j'ai commencé à enquêter. Vous pensez donc que les manipulations visaient à justifier la promotion de M. Laprade à votre détriment ? A poursuivi Marianne. Les preuves indiquent que je n'étais pas la seule, ai-je répondu. Tania, au pôle santé, Zoé dans les retraites, Iman pour les successions et Rebecca sur les entreprises ont toutes connu des anomalies similaires depuis la prise de poste de Monsieur le Roi. Aucune n'a été promue. Les postes sont allés à des hommes moins performants. La voix du directeur régional a résonné dans la pièce. Madame Marceau, au nom de l'entreprise, je tiens à vous présenter nos excuses pour ce qui semble être une grave entorse à nos principes. Nous allons lancer une enquête complète. J'ai hoché la tête, mais je reconnaissais ce discours. Les mots polis, les promesses creuses. Une enquête peut être enterrée, les conclusions édulcorées, les problèmes effacés par des accords de confidentialité. J'apprécie l'intention, ai-je dit prudemment. Mais je dois aussi mentionner que j'ai préparé une analyse détaillée de l'impact financier de ces manipulations sur ma rémunération. En croisant mes vrais résultats avec la structure de prime, j'estime avoir perdu environ 47 000 € sur les 3 derniers 6 trimestres. J'ai laissé le chiffre faire son effet. Multipliez ça par 5 femmes et vous obtenez un cas de discrimination basé sur le genre avec des conséquences sérieuses pour la rémunération. Un dossier qui pourrait intéresser les autorités de régulation. Ou la presse. La tension est trop démontée d'un cran. Monsieur le roi semblait au bord du malaise. Madame Dupuis tapait frénétiquement sur son téléphone. Maître Rollin a toussé, mal à l'aise. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion en petit comité ? Quelques minutes plus tard, Monsieur le roi et Madame Dupuis ont été priés de quitter la pièce. J'ai croisé le regard de l'homme qui avait saboté mon travail, construit sa carrière en piétinant la mienne, persuadé que je ne dirais rien. C'est lui qui a détourné les yeux en premier. Ce soir-là, je me suis installée sur mon balcon, un verre de vin à la main, regardant les lumières de la ville avec un calme étrange. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des messages de collègues qui avaient entendu des rumeurs. Je n'ai répondu à personne. Ce moment m'appartenait. Le calme avant la tempête. Le lundi matin, tout avait changé. À mon arrivée, au lieu d'être escortée dehors, j'ai été conduite à l'étage de la direction, un lieu que je n'avais visité que 2 fois en 6 ans. La présidente directrice générale, Madame Laurence Thévenin, m'attendait dans son bureau. Contrairement aux autres bureaux du comité exécutif, le sien était sobre, épuré. Pas de panneaux en acajou, pas de trophées alignés. Elle m'a invitée à m'asseoir. Madame Marceau, a-t-elle dit en m'observant avec attention, « J'ai passé mon week-end à étudier vos preuves. Elles sont accablantes. » Je suis restée silencieuse. « J'ai fondé cette entreprise pour qu'elle fonctionne différemment, a-t-elle poursuivi.
Pour récompenser la performance, pas le copinage. Pour garantir l'équité. Et manifestement, j'ai échoué à faire appliquer ces valeurs partout. Avec tout le respect que je vous dois, ai-je répondu, des valeurs sans mise en œuvre ne sont que des slogans sur des murs. Un sourire bref, sincère, est passé sur ses lèvres. C'est précisément pour cela que je voulais vous rencontrer en personne. Elle a par effet glissé une nouvelle chemise cartonnée vers moi. Voici notre proposition pour réparer cela. Elle inclut le rattrapage de vos primes, une promotion au poste de directrice stratégie client et un siège dans le tout nouveau comité de révision des rémunérations. J'ai ouvert le dossier. Les chiffres étaient au-delà de mes attentes. Pourquoi ne pas juste me proposer un chèque pour me faire taire? Ce serait moins coûteux. Le visage de Madame Thévenin s'est durci. Parce que c'est ce qu'aurait fait Monsieur le Roi. Cacher le problème au lieu de le résoudre. Je ne veux pas vous voir partir, Madame Marceau. Je veux vous donner les moyens d'agir. Aidez-moi à traquer chaque cas similaire dans cette entreprise et à les éradiquer. J'ai réfléchi longuement. J'ai quelques idées pour structurer un système de signalement transparent, ai-je dit en sortant mon carnet, et pour identifier d'autres cas. Elle a souri pour de bon cette fois. J'espérais que vous diriez ça. Les semaines suivantes ont été intenses. J'ai changé de bureau, monté une équipe et entamé le travail méthodique d'audit des dossiers de performance à travers toute l'entreprise. Nous avons identifié 7 autres cas similaires aux miens. 7 femmes, 7 trajectoires s'abordaient par des ajustements invisibles. Toutes avaient vu leurs résultats modifiés. Toutes avaient été écartées au profit d'hommes aux résultats inférieurs. Thierry Laprade, le fameux collègue promu à ma place, a démissionné avant la fin de son audit. La rumeur disait qu'il avait déjà accepté un poste ailleurs. Je me suis demandé s'il avait emporté ses pratiques douteuses avec lui ou s'il avait enfin compris la leçon. Honnêtement, je n'en avais plus rien à faire. Le système que nous avons mis en place était d'une simplicité redoutable. Chaque métrique de performance était désormais enregistrée dans une base de données à empreinte numérique, traçant chaque modification, chaque hauteur, chaque instant. Les employés recevaient automatiquement une alerte à chaque changement dans leurs indicateurs. Des audits trimestriels détectaient les altérations récurrentes ou ciblées. Un après-midi, alors que j'étais en train de valider la dernière phase du déploiement, Tania du pôle santé était venue me voir. « Je ne pensais pas que quelqu'un nous croirait un jour », a-t-elle soufflé. J'étais à 2 doigts de démissionner l'année dernière quand mes chiffres tombaient systématiquement en dessous de ce que je savais avoir accompli. Je l'ai regardé dans les yeux. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai douté. J'ai cru que je devenais folle. Je remettais en question ma mémoire, mon efficacité, mes compétences. Elle a hésité puis a demandé « Comment tu as trouvé la force de te battre ?» J'ai pensé à ma mère. Elle avait perdu sa carrière d'enseignante après avoir dénoncé les agissements déplacés de son directeur. Il avait trafiqué ses évaluations pour la faire licencier. Elle n'avait aucune preuve. Elle avait tout perdu. La documentation, ai-je répondu. Et cette certitude viscérale que je ne laisserai plus jamais quelqu'un voler mon travail ou me faire douter de moi. Tania a hoché la tête. Merci. Tu as changé les choses pour nous toutes ? Quand elle était partie, je suis restée là, regardant les centaines de fichiers de preuves sur mon écran, les premiers rapports du nouveau système. Ma revanche ne résidait pas dans le fait d'avoir détruit des carrières, même si certaines le méritaient. Ma vraie revanche, c'était ça. Construire un mécanisme qui empêcherait ces injustices de se reproduire. Parce que la véritable justice, ce n'est pas seulement punir les coupables, c'est corriger les systèmes qui leur ont permis d'agir. 6 mois plus tard, je me suis retrouvée debout sur une scène, devant toute l'entreprise, lors de notre conférence annuelle de leadership. Je présentais notre nouveau système de suivi des performances, expliquant comment il assurait désormais transparence et équité. À l'arrière de la salle, j'ai repéré Madame Thévenin qui hochait la tête, fière. Une fois mon intervention terminée, elle m'a rejointe sur scène. « Ce qu'Élise a construit n'est pas qu'un outil de reporting », a-t-elle déclaré à l'Assemblée. « C'est une déclaration d'intégrité, et ça vient de quelqu'un qui aurait pu partir, tourner le dos à l'entreprise, mais qui a choisi de rester pour la rendre meilleure. L'ovation a été immédiate. Mais pour moi, la vraie victoire était ailleurs, dans les chiffres.
Les promotions des femmes qualifiées ont augmenté de 34% en un an. Les écarts salariaux entre hommes et femmes se sont réduits dans chaque département. Le taux de rétention des salariés a grimpé en flèche. Et moi, j'ai compris que le vrai triomphe, ce n'était pas juste ma réussite personnelle, mais le fait que ma bataille avait entraîné un changement durable. Il y a environ 2 mois, j'ai reçu un message qui m'a stoppé net. Il venait d'une certaine Jeanne Mestral, cadre dans une société concurrente. Objet. Entretien avec Pascal le maréchal. Je me suis figée. Jeanne écrivait « Nous envisageons de recruter Pascal le maréchal pour un poste de direction. Il a de solides références, mais un détail m'a dérangé pendant l'entretien. J'ai fait quelques recherches, rien d'inquiétant sur Internet. Mais un collègue a mentionné certaines rumeurs autour de son départ de chez vous. Je prends un risque en vous contactant, mais dois-je m'en inquiéter ? J'ai regardé l'écran longuement. Pascal, alias Monsieur Leroy, avait quitté discrètement l'entreprise avec un accord de séparation contenant une clause de non-dénigrement. L'entreprise n'avait pas souhaité engager de poursuite, préférant se concentrer sur la réforme en interne. Et moi, j'étais liée par les mêmes obligations que tous les autres. Alors, que faire ? Je pouvais envoyer toutes mes preuves à Jeanne et saboter définitivement sa carrière. Ce serait tentant. Savoir qu'il ne pourrait pas simplement rebondir ailleurs. Mais au lieu de ça, j'ai décroché mon téléphone. Maître Rollin, j'ai besoin d'un avis. Une recruteuse m'a contacté au sujet de Pascal. Qu'ai-je légalement le droit de dire ? Il était resté silencieux un moment. La clause t'empêche d'en parler. Mais il a marqué une pause. Il y a aussi une question morale. Si on sait qu'un individu a un comportement toxique et qu'on ne dit rien, est-on complice des dégâts à venir ? Cette conversation a déclenché une réunion d'urgence avec Madame Thévenin et le comité exécutif. 3 heures de débat entre exposition juridique et responsabilité éthique. Finalement, ils ont décidé que ce serait Madame Thévenin elle-même qui contacterait la direction de l'entreprise concurrente. Pas de trace écrite, un appel direct, pesé, maîtrisé. Je n'ai jamais su ce qu'elle a dit. Mais 2 semaines plus tard, j'ai reçu un nouveau message de Jeanne. Merci. Nous avons choisi un autre candidat. Votre gestion de la situation a été à la fois professionnelle et responsable. Ce soir-là, je me suis retrouvée une fois de plus sur mon balcon à réfléchir au cercle de responsabilité, à la manière dont les systèmes protègent les puissants jusqu'à ce que quelqu'un ose les déranger. À cette vérité essentielle, la vengeance, parfois, ce n'est pas d'anéantir quelqu'un, c'est d'empêcher qu'il recommence. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que ma croisade pour la justice allait provoquer d'autres turbulences, internes cette fois. Certains collègues ont commencé à me regarder de travers. Le nouveau système, trop transparent à leur goût, ne laissait plus place aux petits arrangements. Les résultats médiocres ne pouvaient plus se cacher derrière les jeux politiques ou les amitiés stratégiques. Un matin, Noé du service marché m'a coincé dans la salle de pause. Ton petit système de justicière a transformé ce bureau en camp de surveillance, a-t-il lancé à voix basse, tendue. Certains d'entre nous s'en sortaient très bien avant que tu ne décides de jouer les chiens de garde. J'ai pris une grande respiration. La transparence, ce n'est pas de la surveillance, c'est de la responsabilité. Il a souri, moqueur. Facile à dire quand on est celle qui a conçu le système. Il paraît que tu veux juste te faire bien voir de la présidente pour grimper plus vite. J'ai ressenti un picotement dans la nuque, mais je suis restée calme. Le système traite tout le monde de la même manière. Si tu fais correctement ton travail, tu n'as rien à craindre. Il s'est approché d'un pas. Tu t'es fait des ennemis, Élise. Plus que tu ne le crois. Il s'est éloigné, me laissant seule avec un goût amer dans la bouche. Ce que je venais de comprendre, c'est que faire tomber un homme comme Pascal, c'était remettre en question tout un réseau. Et ce réseau, désormais, me regardait, prêt à me faire chuter à mon tour. Et la chute est arrivée. Spectaculaire. 3 mois plus tard, nous étions en pleine phase de négociation avec un nouveau client stratégique, le groupe Jalbert, un acteur majeur avec plusieurs millions d'euros de budget annuel potentiel. J'avais travaillé d'arrache-pied sur ce dossier. Des nuits entières à analyser leur portefeuille, à adapter nos offres, à personnaliser chaque détail de notre présentation. C'était ma première grande mission depuis ma promotion.
Tous les regards étaient braqués sur moi. Le matin de la présentation, en ouvrant mon ordinateur, j'ai senti la panique m'envahir. Mes slides avaient été modifiés durant la nuit. Des chiffres clés remplacés, des projections erronées, des formulations neutres à la place de nos recommandations sur mesure. Quelqu'un avait saboté mon travail. Et il ne restait que 2 heures avant la réunion. Mon premier réflexe a été le désespoir. Puis j'ai eu un éclair. Notre nouveau système traçait chaque modification. J'ai contacté immédiatement l'équipe sécurité informatique. En moins de 20 minutes, ils ont confirmé mes soupçons. Le fichier avait été ouvert à 23h42, la veille, avec les identifiants de Noé. Chaque changement, chaque suppression, chaque remplacement, tout était enregistré. À 8h30, quand Noé est arrivé au bureau, il m'a trouvée assise avec Maître Rollin et Rita, notre chef cybersécurité. « Tu as eu une nuit bien productive, on dirait », lui ai-je dit d'un ton calme. Son teint s'est vidé de toutes couleurs. Rita lui a présenté les logs. Maître Rollin lui a expliqué qu'il ne s'agissait pas seulement d'une violation du règlement, mais potentiellement d'un acte de sabotage commercial passible de poursuite. « Tu as 30 minutes pour vider ton bureau », lui a dit Maître Rollin. « Un agent de sécurité t'accompagnera. » Noé s'est levé lentement, mais avant de sortir, il s'est tourné vers moi, les yeux remplis de rage. « Tu penses avoir gagné, mais tu viens de peindre une cible sur ton dos. Ce monde n'a jamais été fait pour les gens comme toi. » J'ai levé les yeux vers lui sans broncher. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais entendu bien pire. J'avais survécu à bien pire. Une fois parti, il me restait 90 minutes pour sauver la présentation. Grâce aux sauvegardes automatiques et à une équipe soudée, nous avons restauré les données, ajusté les éléments critiques et finalisé la version en un temps record. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Et la semaine suivante, le groupe Jalbert a signé. Ce soir-là, Madame Thévenin m'a convoquée. « Tu as remué une ruche », m'a-t-elle dit sans détour. Noé ne travaillait pas seul. Il a des contacts dans 3 entreprises concurrentes. Ils ont commencé à appeler certains de nos clients pour leur parler d'une prétendue instabilité dans notre direction. Mon estomac s'est noué. Je n'ai jamais voulu nuire à l'entreprise. Tu ne lui as pas nui, Élise. Tu l'as exposée. Tu as mis la lumière là où il y avait des ombres. Mais maintenant, nous devons décider de notre réponse. Ce qui a suivi a été sans doute la période la plus difficile de ma carrière. La revanche que j'avais imaginée, ciblée, chirurgicale, s'est transformée en bouleversement total. Un rééquilibrage des dynamiques de pouvoir en place depuis des décennies. Certains clients historiques ont quitté le navire, inquiets du changement de gouvernance. 2 membres du conseil, proches de Pascal, ont démissionné en dénonçant ce qu'ils appelaient une obsession pour la transparence. Le cours de notre action a baissé temporairement. Les analystes doutaient. Et moi aussi. J'ai commencé à me demander si j'étais allé trop loin. Si ma quête de justice n'avait pas déclenché une crise qui allait pénaliser des centaines d'employés innocents. Un soir, alors que je travaillais tard, Iman du pôle succession a frappé à ma porte. Une des premières femmes à m'avoir confié que ses performances avaient été trafiquées. « J'ai entendu dire que tu prenais cher à cause des pertes clients », m'a-t-elle dit. J'ai acquiescé, incapable de feindre. Elle m'a tendu un dossier. À l'intérieur, un rapport complet. Son service avait gagné 12 nouveaux clients ces 3 derniers mois. Et ce n'était pas tout. Tania a vu ses comptes santé grimper de 22%. Zoé a décroché le fonds de retraite de la Côte Verte la semaine dernière. J'ai levé les yeux, interloquée. Pourquoi cette croissance soudaine ? Elle a souri. Parce que les clients entendent parler de notre nouvelle façon de faire, notamment les clientes. Elles viennent chez nous justement parce qu'on a fait ce que les autres n'osent pas. Elle s'est installée en face de moi. Les anciens tremblent parce qu'ils savent qu'ils sont sur la sellette. Mais nous, on avance. Et grâce à toi, on gagne. Cette conversation a tout changé. J'ai cessé de me voir comme celle qui avait provoqué le chaos. J'ai commencé à me considérer comme l'architecte d'un renouveau. Le trimestre suivant a confirmé ce que disait Iman. Si nous avions perdu certains clients traditionnels, nous en avions gagné d'autres, souvent plus modernes, plus diversifiés, plus exigeants. Des clients qui avaient autrefois hésité à faire appel à nous et qui désormais affluaient précisément à cause de notre transparence. La diversité de notre portefeuille a grimpé en flèche.
Le taux de rétention des femmes et des minorités dans l'entreprise a battu tous les records. Puis un matin, l'inévitable est arrivé. 9 mois après son licenciement, Pascal Le Maréchal, l'ex-directeur, celui par qui tout avait commencé, a déposé plainte contre l'entreprise. Et contre moi personnellement. Il nous accusait d'avoir orchestré son licenciement sans fondement, d'avoir monté un complot malveillant pour salir sa réputation. Il réclamait 3,8 millions d'euros de dommages et intérêts. Quand j'ai lu la plainte, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de peur, pas même de colère. Juste un calme absolu. C'était son dernier baroud d'honneur. Sa tentative désespérée de réécrire l'histoire, de se faire passer pour la victime. Notre équipe juridique était confiante. Il n'a aucune base solide, m'a assuré maître Rollein. Les journaux de modification sont infalsifiables, les témoins sont nombreux, les faits sont têtus. Mais un procès, même gagné d'avance, reste éprouvant. Durant 3 mois, j'ai dû me rendre à des dépositions, répondre à des interrogatoires hostiles. Ces avocats ont tenté de me décrédibiliser, de m'attaquer sur mes intentions, ma santé mentale, ma supposée ambition démesurée. Lors d'une séance particulièrement difficile, Pascal lui-même était dans la pièce. Son avocat m'a lancé. Pourquoi avoir commencé à archiver de manière aussi minutieuse? Était-ce prémédité? J'ai soutenu le regard de Pascal. Je l'ai appris de ma mère, ai-je dit. Elle était institutrice pendant 20 ans. Quand elle a signalé les comportements déplacés de son directeur, il a modifié ses évaluations pour la faire renvoyer. Elle n'avait pas de preuves. Elle a tout perdu, son poste, sa retraite, sa réputation. Je n'ai pas détourné les yeux. Elle m'a appris une chose. Quand les systèmes protègent les puissants, la documentation devient une forme de résistance. Je ne savais pas que ce serait Pascal. Je savais seulement que je devais me protéger. La salle ESSOB est devenue silencieuse. Même l'avocat de Pascal semblait chercher ses mots. 2 semaines plus tard, Pascal a retiré sa plainte. Les termes sont restés confidentiels, mais il n'a plus jamais retrouvé de poste dans notre secteur. 1 an jour pour jour après ce face-à-face dans la salle de réunion, Madame Thévenin m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration, en tant que présidente du nouveau comité éthique et transparence. Mon rôle serait de pérenniser nos avancées, de les ancrer dans la structure de l'entreprise, qu'elles ne dépendent plus d'une personne, mais d'un système entier. Lors de ma première réunion au conseil, j'ai proposé quelque chose d'audacieux. Publier nos indicateurs internes de transparence, rendre visibles nos processus de promotion, nos critères d'évaluation, nos mécanismes de correction. Si nous croyons vraiment à ce que nous avons construit, nous devons être prêts à le montrer au monde entier. Le débat a été vif. Certains craignaient que cela donne un avantage à la concurrence. D'autres redoutèrent les contrôles accrus des régulateurs. Mais au final, le vote est passé. 7 voix contre 2. 6 mois plus tard, nous sommes devenus la première entreprise du secteur à publier un rapport complet d'éthique et de responsabilité aux côtés de notre bilan financier. La réaction a été immédiate. Les médias spécialisés l'ont salué, les autorités l'ont cité comme modèle. Et surtout, les clients ont répondu. Avec confiance, avec engagement. 3 autres grandes sociétés ont depuis adopté des politiques similaires. Ce qui avait commencé comme un combat personnel était devenu un avantage stratégique. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'une femme nommée Jordan, employée dans une entreprise technologique de l'autre côté du pays. J'ai trouvé votre rapport d'éthique en ligne en cherchant des solutions à un problème similaire dans mon équipe, écrivait-elle. Accepteriez-vous de me raconter comment vous avez rassemblé vos preuves et construit votre dossier? Je pense que ce qu'il m'arrive, à moi et à 3 autres collègues, est exactement ce que vous avez vécu. Ce soir-là, j'ai passé 1 heure au téléphone avec elle. Je lui ai expliqué comment documenter chaque interaction, comment sécuriser les données, comment établir une chronologie claire, imparable. Et pendant qu'on parlait, j'ai réalisé que les effets de mon geste dépassaient largement les murs de mon entreprise. Que cette bataille, que je croyais personnelle, devenait un point d'ancrage pour d'autres. C'est ça, le vrai pouvoir de se dresser face à une injustice systémique. On ne sait jamais jusqu'où vont se propager les vagues de ce qu'on enclenche. Ma revanche contre Pascal n'était pas seulement contre lui. Ce n'était même plus vraiment à propos de moi. C'était à propos d'un changement global, d'une culture à transformer. Alors si vous écoutez ceci, et que vous vous demandez si ça vaut la peine de dénoncer une injustice,
Si vous hésitez à défendre votre travail, si vous vous demandez si risquer votre confort en vaut la peine, ma réponse est oui. Oui, ça vaut la peine. Mais documentez tout, soyez précis. Construisez un dossier que personne ne pourra contester. Et quand le moment viendra, soyez prêts. Car parfois, la revanche la plus puissante, ce n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du tort, c'est de transformer le monde qui les a rendus puissants. Si mon histoire vous a touché, cliquez sur j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa voix compte, que son combat est sa voix légitime. Laissez un commentaire avec votre propre expérience. Je les lis tous. Et vos récits me rappellent pourquoi cette bataille est essentielle. Abonnez-vous pour d'autres récits vrais sur la vie professionnelle, sur la résilience, sur le courage de rester intègre dans un monde qui ne l'est pas toujours. Parce que ces combats ne se mènent jamais seuls. Et votre voix, elle aussi, compte. Merci de m'avoir écouté. Ma revanche, ce n'était pas le moment de confrontation. C'était tout ce qui a suivi. C'était ce qu'on a construit, ensemble, à partir des cendres de ce qui était cassé.